Aujourd'hui, on reçoit un mec qui retourne le monde de la restauration. Un gars qui, avec son humour et sa passion, met en lumière les restos comme jamais. Bastien Gaston, alias le Guy du Roublard, bienvenue dans Why. Et merci à toi de m'accueillir dans ce beau studio. Tout va bien, nickel, merci. Décoré avec tous tes objets en plus. C'est ça. Quelques objets, bon, le côté identitaire, même si je porte pas le béret au quotidien, si tu veux, mais bon, il y a cette petite marque de fabrique ariégeoise avec le béret où j'ai fait marquer Roublard dessus. Bon, il y a un tableau là qui représente le couserin avec mon père qui me tient à cœur. Il y a un petit chapeau de mon retour de voyage, voilà, qui est un peu sympa. Donc j'ai ramené 2-3 éléments de décor, on fait ce qu'on peut, hein. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, de ton histoire avant le Roublard? On voudrait savoir en fait qui est Bastien Gaston, qui tu étais, ce que tu as fait avant. Alors, Bastien Gaston, bah, c'est un jeune qui est né dans l'Aude, tu vois. Donc, je suis ariégeois à 80%, mais je suis quand même né dans l'Aude, du côté de Carcassonne. Et puis, à 2 ans, mes parents, si tu veux, ont monté un site touristique en Ariège, que je peux le citer, ça s'appelle la Ferme au Bison. Voilà. Et donc, quand j'ai eu l'âge de 2 ans, on est parti vivre en Ariège, dans ce site qui a ouvert dans les années 90. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi en Ariège, j'ai fait ma scolarité, une partie dans l'Aude à Belpèche, une partie en Ariège du côté de Mazères. Et ensuite, lycée hôtelier, toujours en Ariège du côté de Saint-Giron. Passion pour la cuisine, où on reviendra peut-être dessus plus tard. Et plusieurs petits boulots un peu atypiques, un peu sympas avant d'en venir là. Voilà, mais je reste un mec du coin, un peu en surpoids, voilà, tranquille, hein. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Et qu'est-ce que tu as fait comme boulot? Tu t'es lancé dans quoi comme petit boulot atypique dont tu parles? Alors, je travaillais tout le temps chez mes parents en saison d'été à la ferme, donc partie resto et partie accueil clientèle. Et j'ai fait du commerce avec une formation tourisme et commerce qui m'a vraiment plu. Et suite à ça, après, j'ai travaillé dans la vente de prêt-à-porter de produits, voilà, un peu classe, un peu sympa. Et après, de fil en aiguille, avec des opportunités. Tu sais, quand tu pars un peu quand j'ai arrêté la restauration à 21, 22 ans par rapport à des horaires un peu compliqués, etc. Mais ça, c'était quand on était jeune, on y reviendra peut-être aussi plus tard. Mais quand j'ai arrêté ça, en me basant dans le commerce, j'ai pu prendre un peu plus de temps pour moi et de fil en aiguille, avec des opportunités, ben, j'ai travaillé dans des bureaux. Voilà. Ça m'a permis de rencontrer du monde. Moi, à chaque fois, c'est des expériences. Le travail en lui-même, bon, je m'y sens bien, sur place, c'est chouette, mais c'est surtout les rencontres, tu vois. Et une autre mentalité et de voir des choses. Ouais, c'était marrant. C'était une passade, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, quand t'as 20 ans, tu sais, tu te cherches un peu. Et les copains, et les copines, et le sport. Et donc voilà, en fait, si tu veux, tu te dis pas de suite, je vais ouvrir une entreprise, je vais, voilà. Et donc C'est ça ça. fait partie des expériences qui ont été vraiment sympas. Voilà. Tu as toujours baigné dans la restauration, mais à quel moment tu as su que c'était fait pour toi, qu'il y avait un truc? Alors, restaurant. La cuisine, moi, c'est venu depuis tout petit. La cuisine, déjà, à l'âge de 5-6 ans, tu sais, je faisais des fours en carton. Donc, je prenais des cartons, j'ouvrais, je faisais des portes, des fours, avec des pizzas en carton. Et j'avais ma pelle à pizza là, qui faisait que se casser. Donc, je remettais un morceau de scotch pour mettre ma pizza dans le four en carton, avec ma petite gazinière. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas comme les jouets qu'il y a maintenant, les grosses. J'aurais adoré avoir ça, les grosses cuisines là, en plastique. Et ça aurait été énorme. Mais j'aurais pas assumé, je pense, parce que quand tu as des copains qui viennent pour des anniversaires, on dirait, ah, il a une cuisine en plastique, c'est pour, quand t'es petit, c'est pour les filles, tout ça. Alors que moi, si j'avais des fours en carton ou des gazinières en carton, je pouvais les écraser et les jeter et personne ne voyait que j'avais fait ça. Je faisais des cassoulets avec du polystyrène à l'intérieur. Et après, quand j'étais au repas de famille, ben, ma famille aussi m'incitait à faire ça. Et donc, ils m'achetaient des petites toques de cuisine, des tabliers. Et donc, depuis petit, déjà, je faisais. Ma grand-mère, quand elle faisait des plats, c'est moi qui les amenais à table. D'ailleurs, une fois, j'en avais fait tomber un par terre avec toutes les cailles. Là, je me suis dit, je veux arrêter. Après, je dis, bon, je recommence. Et en fait, ça a été dans les gènes. Je pense que cette culture du bon produit et voilà, du savoir-faire local, vu que mon père avait ouvert un restaurant dans les années 2000, ça m'a toujours incité, en fait, à vouloir faire de la cuisine. Et je pense qu'il m'a aussi un peu amené sur ce corps de métier-là, indirectement, parce que peut-être pour penser à une reprise du restaurant plus tard, etc., ce qui s'est pas fait, parce que c'était beaucoup de travail, mais ça m'a toujours plu. Il n'y a pas eu de souci avec ça, ouais. Ce qui fait que les gens t'adorent, ben, c'est cet amour de la restauration, Hmm. mais c'est aussi ton tempérament, c'est qui tu es devant la caméra. Oui. Est-ce que Bastien Gaston est aussi comme ça ou est-ce que c'est un personnage? Bastien Gaston, il est à 90% comme ça, ouais. Ouais. À 90%. Après, forcément, quand tu es pris dans le truc, des fois, tu pousses un peu plus. Mais bon, je suis
pas plus identitaire qu'une personne. J'ai des racines dans le Couserans, si tu veux. Mon père était du Couserans, donc c'est très marqué comme identité là-bas. Si tu veux, mon oncle et compagnie, mes oncles, ils parlent pas toi. Et en fait, moi, j'ai l'accent de Carcassonne, l'accent de Toulouse, donc de suite, ça sort. Et le premier truc qui ressort chez moi quand on me parle, on me dit, putain, l'accent, t'es un pur produit du coin, quoi. Je dis, ah ouais, sans OGM, j'ai dit en plus. Donc, si tu veux, ouais, c'est un personnage que peut-être que tu amènes un peu plus, mais je reste quand même assez. Ouais, j'ai toujours été quand même comme ça. Fils d'agriculteur, donc si tu veux, un peu dans le rustique, quoi. Et comment t'es venue l'idée de créer le guide du roublard? C'est un délire entre potes et t'y avais pensé déjà depuis quelque temps? Ça part d'un délire entre potes, ouais. Ça part d'un délire entre potes parce que c'était à l'époque où les Reels Instagram commençaient à sortir, les plateformes TikTok aussi commençaient à avoir la cote, et surtout qu'on mettait en avant la nourriture, ce qui se faisait beaucoup moins, et maintenant ça cartonne. Et quand j'ai vu des vidéos passer comme ça, je me suis dit, ben, c'est vrai qu'en Ariège, on voit pas, on est toujours content de voir un Ariégeois sur des écrans, parce qu'on dit, je le connais. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos avec Lewis, d'ailleurs, que je remercie, qui était venu, il faisait des petites vidéos à la maison avec le téléphone. Et ça avait vachement bien pris. On faisait des vidéos humoristiques, hein. On mettait des perruques en faisant des recettes de cuisine. Voilà, c'était chouette, quoi. Et c'était repartagé, des centaines et des centaines de repartages chaque fois, des grosses interactions dessus. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, c'est une rencontre avec Maxime, que tu connais, et qui m'avait dit, ce que tu fais, c'est marrant, c'est chouette, et tu pourrais le professionnaliser un peu plus. Et c'est là qu'après, moi j'ai dit, mais moi je suis passionné de cuisine et de resto, j'ai travaillé dans des restos, et j'aimerais mettre des concepts de resto en avant, ce qui se fait, mais pas des concepts de resto où tu viens goûter les plats et dire, c'est bon en salle, mais carrément aller dans les cuisines des restaurants, et cuisiner ensemble, et montrer un peu la partie de la restauration, et pour la mettre aussi un peu en avant, parce que c'est un métier qui est un peu compliqué, et c'est parti comme ça. Voilà. Tu te souviens du premier restaurateur que t'es allé voir? Le premier restaurateur, c'était Jason Lacube. Mhm. Jason Lacube. Et j'ai cette fameuse anecdote. J'ai une anecdote avec Jason Lacube. Pour te faire ta publicité et pour te faire connaître sur les réseaux, et bien forcément, au début, tu vas peut-être voir des boîtes qui marchent déjà bien, des restos qui marchent bien, ou qui ont déjà un peu la cote sur les réseaux sociaux pour un peu aller t'évaluer, voir comment ça peut fonctionner. Et du coup, on va voir, j'envoie des messages sur Instagram, mais bon, moi, j'avais même pas 1000 abonnés à l'époque, hein. Un petit message pas du tout crédible, je faisais des vidéos, je faisais un peu le con sur les réseaux, et du coup, j'envoyais des messages, je lui disais, bonjour, je m'appelle Bastien, je fais des vidéos, j'aimerais mettre le terroir ariégeois en avant, parce que ça me tenait à cœur, et du coup, est-ce que ça vous dirait que je vienne. Donc il y a eu plein de messages en vue, etc., de gens qui m'ont jamais répondu, qui d'ailleurs m'écrivent aujourd'hui. C'est toujours pareil. Oui. Et dans le lot, il y a Jason Lacube, la maison Lacube, qui me répond et qui me dit, ouais, ça pourrait m'intéresser. Écoute, tiens mon numéro, tu m'appelles, hein. Waouh. Jason Lacube, c'est un personnage que je vois à travers les vidéos, mais je me suis dit, moi qui veux depuis toujours mettre ce côté terroir en avant, parce que voilà, moi j'adore l'Ariège, on en parlera, mais je me suis dit, là, il est bien placé parce que ça reste un personnage quand même dans le coin. Et là, je me suis dit, wow, je vais l'appeler, on va voir. Mais j'espérais, et Jason, si tu me vois, tu vas rire, mais j'espérais tomber sur une messagerie pour lui laisser un message, dire, oui, bonjour, est-ce que vous pouvez me rappeler? Et là, je l'appelle messagerie. Et sauf que j'ai pas laissé de message, je crois. Et je raccroche. Ouais. Et là, je dis, bon, on verra. Et là, le téléphone ressonne. C'était lui. Et là, je sais pas quoi. Je réponds, je dis, oui, allô? Allô? Et je dis, oui, oui, bonjour, monsieur Lacube, Sébastien Gaston, message sur Instagram. Oui, comment ça va? Et là, je dis, ouais, ça va. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et je dis, ça va? Et je dis, c'est pour mon concept, vous avez réfléchi? Oui. Alors, c'est quoi ton concept, là? Ça marche comment, ça? C'est payant? Et je dis, non. Je dis, je viens, moi, comme ça, et on vous filme. Ah, ok, bon, écoute, moi, j'ai une dispo, mercredi prochain, machin. Pas de souci. Je raccroche, j'appelle Maxime, je dis, on a une dispo avec Jason pour aller faire un tour. Et il dit, super, on y va. Sauf que la semaine d'après, presque la veille, Maxime me dit, j'ai un tournage, ce jour-là, je peux pas y aller. Et là, je me dis, je me vois pas du tout rappeler Jason et lui dire, bon, en fait, on peut pas, quoi. Je dis à Maxime, tu peux pas t'arranger? Et il me dit, non, je peux vraiment pas. Je rappelle Jason. Et tu te sens pas crédible. Oui. Maintenant, ça va mieux. Quand je démarche les restaurants, ça passe tout seul. Oui. Mais au début, t'es pas crédible. T'es un mec qui fait des vidéos. Est-ce que ça va bien se passer? J'ai pas du tout de recul sur ce que ça peut donner. Je vais pas lui apporter de visibilité parce que j'en ai pas.
à part des copains à moi. Donc, en fait, il peut se dire, ce mec, il me servira à rien. Mais il a été super cool de me répondre. Et je l'appelle, je dis, bon, ben désolé, on n'a pas de dispo, on peut pas, en fait. Il me dit, ah, bon, c'est pas grave, et on a trouvé une autre date. Hasard des choses, je me pète l'arcade au rugby le dimanche, juste avant. J'ai arrêté le rugby depuis, je me pète l'arcade au rugby. Un œuf comme ça. J'avais le tournage le jeudi. Je l'appelle, je dis par contre, j'ai un œuf, je suis désolé. Oh, c'est pas grave, c'est normal, c'est l'identité, c'est le rugby, c'est l'Ariège. Très bien. Et quand on y allait, on a vu, ah oui, il m'a dit, t'as un bel œuf, effectivement. Et là, je rigolais. Et c'est là, en fait, où je l'ai vu, on a de suite sympathisé. Il nous a amené dans le pré avec ses vaches. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vais te dire pourquoi sur ce premier tournage. C'est il avait tellement mis la barre haute. C'est tellement un personnage, il est tellement à l'aise devant la caméra. C'était un des premiers à avoir fait la caméra en Ariège, tu sais, qui passait devant les écrans. Que je me suis dit, je peux pas arriver en disant, en étant hyper introverti. Je suis pas introverti de base, mais. Et je dis, je sors de ma zone de confort et je me mets à son niveau. Je me mets au niveau de Jason. Et là, je parle comme lui. Et là, je dis, bon, on est avec Jason la cube. Et c'est venu comme ça, en fait, si tu veux. C'est venu comme ça de me dire, je me mets à sa hauteur, quoi, sur le terme à l'aise. Et la vidéo s'est super bien passée. On a mangé au resto, on a bu un coup, on a mangé. Et la vidéo a cartonné et c'est parti comme ça. C'est incroyable. Ouais, c'était énorme. Une histoire, une première rencontre, du coup, qui Première reste rencontre. dans les mémoires. C'est ça, exactement. Et belle rencontre parce qu'au jour d'aujourd'hui, même maintenant, on se fait la bise et tout. Voilà, tu vois, on a des valeurs communes et on se régale. Voilà, on passe des bons moments. Et après ça, à quel moment tu t'es dit, bon, là ça prend, il y a un truc peut-être à faire, je peux peut-être en vivre. Comment ça s'est passé? Et c'est venu, on a enchaîné des vidéos à titre gratuit au début pour se montrer. C'était notre budget com, quoi, de faire des vidéos comme ça pour se montrer un peu sur les réseaux. Et c'est quand, au bout de quelques vidéos sur Instagram, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit bonjour, j'ai un établissement, j'ai vu ce que vous faites, c'est sympa, etc. Je voudrais savoir le prix d'une prestation. Et le mec, il me demande le prix d'une prestation. Et là, je dis, waouh, attends, je dis, on était sur de la déconne, on voulait mettre le truc en avant. Tu penses secrètement en faire une activité, mais tu te dis pas, je suis assez crédible, ça y est, je suis assez crédible pour que quelqu'un veuille me payer, tu vois, pour faire ça. Même si les vidéos ont cartonné et compagnie, on n'avait pas pensé aussitôt. Et j'ai lancé la micro-société et j'ai dit, ben ouais, il n'y a pas de souci, on vous prend une vidéo. Et c'est parti comme ça, avec les retombées aussi d'un restaurant à Castelnau-d'Urban, qui a eu des grosses retombées, qui a eu du monde aussi, même si c'est un restaurant qui marche très bien, mais qui a eu un autre type de clientèle quand on a fait une vidéo là-bas. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ah ben j'ai une table de jeunes, un samedi soir, ils sont venus une dizaine, ça m'était pas souvent, enfin presque jamais arrivé, donc la vidéo c'est marrant, quoi. Ça m'a amené une autre clientèle, donc c'est là où on a vu que franchement c'était crédible, et ça a amené du monde, et ça a généré du monde, donc voilà, c'est là où on s'est senti crédible à ce moment-là de le faire. C'était il y a combien de temps? Oh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, chez Victor à Castelnau, j'y suis allé il y a un peu plus d'un an. D'accord. Un an et demi, ouais. Ah oui, quelle ascension, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ces parcours. Ah ouais, c'est rigolo, ouais. Depuis, tu as quand même roulé ta bosse, tu as vu pas mal de restaurateurs. Qu'est-ce que c'est l'identité d'un vrai bon resto en France? Pour moi, un vrai bon resto, c'est un resto qui triche pas, quoi. C'est un resto qui triche pas. Alors, tu vas me dire, qui triche pas, ça veut dire quoi? Déjà, c'est un mec, comme les restos qu'il y a dans le coin et compagnie. Je reprends l'exemple de l'auberge Antan. C'est des mecs qui t'accueillent. Déjà, quand tu rentres dans son restaurant, ils te mettent aussi en évidence les produits que tu as mangés, dans les frigos, les viandes, etc. C'est les mecs qui savent où ils récupèrent leurs produits. Ils savent comment les cuisiner. Ils ont fait des études pour, ou ils ont été autodidactes, comme ce qu'ils font, comme Laurent a été autodidacte. Mais ils le font bien, ils le font avec passion. Ils comptent pas leurs heures et tu n'as pas le choix dans ce métier. Et tu vas manger des bons produits et surtout faire des découvertes. Voilà. Un bon resto, c'est un plat où je rentre chez moi, je me dis, je suis quasiment incapable de le refaire. Voilà. Un truc qui t'a fait voyager, qui t'a fait. Peu importe le type de cuisine, asiatique, espagnole, 100% de terroir, peu importe, hein, un bouillon, un bistrot. C'est vraiment un plat où tu te dis, il y a eu du travail derrière, des mecs se sont creusés la tête, peut-être sur un papier, à se dire comment on pourrait faire plaisir aux gens. Et un bon resto, c'est ça. C'est un mec qui a l'amour du métier et qui le fait bien. Voilà, tout simplement. C'est sympa que tu parles des autres cuisines, justement, asiatiques, chinoises et autres, Mm. parce qu'en France, on a tendance à sacraliser notre gastronomie. Toi, t'en penses quoi? Sur la gastronomie, je pense que la gastronomie française est extraordinaire. Moi, c'est cette histoire de concours, etc., de savoir quelle est la meilleure cuisine mondiale qui me gêne.
parce que si tu veux, il n'y a pas de science exacte. Il suffit d'un phénomène de mode. L'Espagne a fait de la cuisine moléculaire pendant des années et ils étaient devant. Après, il y a eu l'Italie, il y a eu le Japon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, chacun a ses coutumes différentes et ses façons de faire que je respecte tout à fait. Mais la cuisine française, je trouve qu'elle elle est extraordinaire et se mérite parce que tous les gens qui voyagent, 90% du temps, le premier truc qu'ils vont te dire en entrant, c'est ah, un bon croissant sans me manquer, une bonne blanquette sans me manquer, oh là-bas on mangeait pas trop bien, et ci et ça. Et tous les retours que j'ai des gens qui sont à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'Ariégeois qui sont à l'étranger, hein. J'en salue au Japon, en Australie, et qui eux disent ah ouais, là on mange pas vraiment la même chose, quoi. Et même pendant les mariages ou les choses comme ça, c'est pas les mêmes façons de manger. Et ils sont contents de revenir ou des proches leur envoient des produits sous vide de saucissons, etc. Ils en ont besoin. Donc je pense que la cuisine française quand même manque et on est connu pour ça. De toute façon, moi je trouve que elle est à prendre au sérieux, ouais, complètement. C'est très très beau, des belles choses à faire. Et est-ce qu'il y a un restaurant qui t'a bluffé dernièrement? Ouais, il y a un restaurant qui m'a bluffé parce que je m'attendais à rien en y allant. C'est une dame qui voulait me faire découvrir sa cuisine. Donc c'est un couple qui ont vécu au Brésil. Le mari est hollandais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils travaillent des produits du coin à 100% sur une zone de 10 kilomètres. Ils sont à Puy-Vert. Voilà. C'est un restaurant à Puy-Vert. Et quand tu y vas, tu t'attends à rien. Un cadre sympa, vue sur le château au fond. Et franchement, mais quand tu t'attends à rien, c'est là où tu es le plus surpris, mais positivement, quoi. Quand tu t'attends à un truc de fou, tu t'es forcément déçu. Oui. Voilà. Mais quand tu t'attends à rien, tartare de veau au couteau, chips de frites de polenta, mais tout fait maison, enfin, franchement, des légumes frais du jardin, croquants, de la truite du lac d'à côté de Montbel, extraordinaire, hein. Et j'y retournerai, je ferai des kilomètres pour y retourner, mais il m'a bluffé, ouais. Franchement, simple, cuisine du monde un peu, mais avec des produits locaux, enfin, c'était très étonnant. Ouais, très très bon. Puis vers, c'est l'Aude ou c'est l'Ariège? C'est l'Aude. Aïe, 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 aïe. C'est l'Aude. C'est mon petit côté audois, là, qui parle. C'est ça. Il y a un peu de route, mais si tu veux, en y allant, eh ben, c'est vrai que Puy-Vert, c'est un axe passant où des fois, Oui. on ne s'y arrête pas. Tout le monde s'arrête au lac, mais moi, maintenant, je vais au resto, je vais un peu plus haut. Donc, moi, je nage pas, je mange. Voilà. Chacun son truc. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, tu fais souvent la promotion de notre terroir de l'Ariège. Mhm. Qu'est-ce que ça représente pour toi? L'Ariège, au début, j'aimais pas l'Ariège. J'ai appris à aimer l'Ariège. Ça va être le plat de début, quoi. Le guide du roulard n'aime pas l'Ariège. Oui. J'aime l'Ariège, j'ai appris à aimer l'Ariège. Pourquoi j'avais du mal avec l'Ariège au début? C'est parce que c'était un département qui était un peu quand même reculé. Et surtout quand tu vis en campagne, c'est très beau maintenant, c'est chouette de vivre en campagne, mais quand tu es jeune, c'est pas facile. C'est-à-dire que tes copains sont un peu en ville, tu dois prendre la moto ou on doit t'amener pour y aller. Surtout que mes parents avaient un site touristique, donc c'était beaucoup de travail. Donc si tu veux, tu te dis, on est dans un trou paumé, ça me gonfle, il n'y a rien à faire. C'est vrai, les activités, il n'y en a pas à faire quand tu es jeune, tu vois. Oui. Maintenant, peut-être un peu plus, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et au fur et à mesure, j'ai des copains qui sont partis après études travailler sur Toulouse, travailler au Pays Basque, à droite, à gauche. Et ils reviennent maintenant, hein, parce qu'ils se rendent compte que c'est bien. Mais tant mieux, ils ont fait leur expérience et bravo, c'est génial. Et c'est toujours des très très bons copains. Mais en fait, si tu veux, l'Ariège, au final, moi, pour y être resté au site touristique de mes parents, chaque année, je me suis dit, mais quitte à rester ici, je vais montrer qu'il y a des choses à faire en Ariège et qu'on s'éclate. Et maintenant, je ne peux plus me passer de l'Ariège. Je sais que je vivrai ici. J'adore ce département parce que quand tu es jeune, c'est pas facile. Mais quand tu prends de l'âge, je suis pas bien vieux, j'ai 31 ans, mais quand tu prends de l'âge, tu te rends compte de la chance qu'on a, tu vois. Mm. Et des choses qu'il y a à faire, il y a encore des choses à mettre en avant, on essaye, tout le monde essaye, mais je pense que tout le monde est fier de son département. Voilà. Et moi le premier. Qu'est-ce qui rend la cuisine ariégeoise si unique pour toi? Ce qui la rend unique, c'est justement que c'est une cuisine autonome, dans le sens où on a tous les bons produits. Tu ne peux pas bien cuisiner si tu n'as pas des bons produits. Et en Ariège, et on viendra toquer à la porte plus tard, hein. Là, on dit, ouais, les Ariégeois, les Ariégeois. Mais on a tout ce qu'il faut. Tu vas dans le Couserans, tu vas là dans le coin, Tarascon, etc. Tu as du safran, tu as de la truffe, tu as des légumes, tu as des fruits exotiques même qui commencent à arriver. Tu as tout type de viande. Donc, je veux dire, si tu veux, c'est une cuisine qui est sérieuse, autonome. Et c'est ça qui la différencie. C'est qu'on a tous les bons produits sur place. Et c'est une cuisine qui est généreuse, riche. Et une cuisine d'histoire, hein, comme chaque département. Mais il y a des belles histoires aussi en Ariège, avec les plats. Donc, si tu devais décrire l'Ariège en un seul plat, ce serait quoi? Tomate burrata. Non, je te crois pas.
Non, c'est très bon la tomate burrata, mais on va l'amener sur un côté un peu plus. J'ai rien contre ça, c'est très très bon. Mais moi, non, si je dois décrire un plat avec peut-être Gianni va peut-être mal le prendre. Ça, Oui, il va ça, dire, oui. oh là là. Et Message personnel. Message personnel. Non, c'est très bon et c'est bien qu'il y ait d'autres types de cuisine. Si je dois décrire l'Ariège en un plat, le Mia emblématique. Pourquoi le Mia? Parce qu'on va te parler de la garbure, on va te parler de la zinate, mais c'est des plats que les gens ne connaissent pas forcément. Et on va pas se mentir, tout le monde n'a pas eu l'habitude d'en manger plus jeune. Alors que le Mia, si tu veux, c'est un plat simple, un accompagnement simple, qui est devenu un dessert d'ailleurs, et qui parle d'ailleurs aux gens. Comme moi, je fais un peu de brasero en cuisine à droite à gauche avec des gens, quand j'amène des planches là et qu'il y a du Mia dessus, les gens disent « Ah, le génie !» Tu vois, parce qu'ils sont fiers de ce truc, parce que le Mia, c'est bon, c'est flambé, c'est du spectacle. Tu peux le faire flamber, tu vois, à la poêle, au brasero. Et de suite, c'est un truc, waouh, c'est marquant, tu vois. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas énormément qui fassent du Mia dans des restos. Mais je pense que ça va se développer un peu plus. Mais pour moi, c'est C'est le plat qui représente le plus l'Ariège pour ouais, toi. pour moi, ouais. Mm. Voilà. Tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas ce que c'est le Mia? Alors, le Mia, de base, c'était un accompagnement. C'était quand on faisait le cochon à l'époque. C'était de la farine de maïs qu'on mélangeait avec l'eau du boudin. C'est pour ça que le Mia, tu n'en trouveras pas dans les pâtisseries, voilà, dans les boulangeries. Tu en trouveras chez le charcutier. Parce qu'à l'époque, ça se faisait avec l'eau du boudin du cochon. Et maintenant, c'est dérivé en dessert. Donc, ça reste toujours pareil, sauf que maintenant, c'est agrémenté. C'est forcément un peu plus cher. C'était le plat du pauvre à l'accompagnement qu'on mangeait ça comme du pain. Sauf que maintenant, tu as des raisins dedans, de la vanille, du rhum. Donc voilà, c'est devenu un plat un peu plus travaillé. Je suis content d'en voir dans des magasins d'ailleurs et des restos. S'il y avait une personne qui souhaite se rendre en Ariège, tu lui conseillerais quel restaurant? Moi, ce que j'ai fait quand j'ai des copains qui sont descendus de Belgique, de Suisse, je les ai amenés direct à l'auberge d'antan. Là, tu mets le doigt dans l'engrenage direct. Tu vas à l'auberge d'antan dans le Couserans, en plein fer. Après, tu les amènes au lac de Betmal, tu leur montres un peu les points, les points un peu sympas là-bas, mais direct l'auberge d'antan. Voilà. Là, dès que tu rentres, l'accent, il ne triche pas. Adieu, comment ça va? Moi, je sais pas. Le feu de cheminée et les bons produits et les ci et ça, tout est concentré. Enfin, moi, j'adore ce restaurant et je les ai amenés là. Voilà, je te dis ça parce que c'est l'expérience que j'ai eue en amenant des copains et d'ailleurs, ils me parlent que de ça. Je les ai amenés un peu partout et ils me parlent que de ce resto. Voilà. Donc, direct. Belle adresse, on note. Belle adresse. Justement, en parlant de restaurants de terroir, tu penses qu'ils sont sous-cotés par rapport aux restaurants des grandes villes? Sous-côté non, parce qu'il y en a qui font déjà des bornes pour venir manger dans les restaurants du coin. Et je pense qu'un restaurant bien marqué terroir, très atypique, tu le mets dans une grande ville, il cartonne. Il cartonne parce que les gens, ils aiment ce côté authentique, ce côté rustique, ce côté terroir. D'ailleurs, ce qui se fait maintenant dans les grandes villes, ce qui marche le plus, c'est les grands banquets, tu sais, où tu manges des bons produits du coin. Oui. Ça vient vachement, ça, tu vois, ça se fait beaucoup. Et donc, un restaurant qui proposerait ce type de prestations, terroir, au contraire, hein, tu vois. Ils ont besoin de casser ce côté un peu ville, peut-être, et d'aller à l'essentiel en mangeant ce genre de choses. Donc, ouais, tout à fait. On voudrait connaître quelques anecdotes, des coulisses de ton aventure, parce que nous, on voit toujours que les vidéos finies. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir quelle a été, par exemple, ta pire expérience. La pire expérience, écoute, c'est un restaurant. Ça, c'est énorme parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais la pire expérience, c'est énorme parce que c'est un restaurant qui était pareil, côté Couserans là-bas, qui a fermé. Le restaurant était tellement mauvais qu'on y allait tout le temps. On y allait tout le temps. C'était tellement mauvais. C'est-à-dire que rien n'allait dans ce restaurant. Tu rentrais, il fumait dedans. Voilà, enfin, et la carte, en fait, quand tu y allais, tu ne choisissais même pas ce que tu voulais manger. Parce que moi, à l'époque, je faisais un régime. Et quand j'y allais, le serveur, je disais, bon, je vais prendre une salade de chèvre et tout. Il me dit, non, prends pas ça. Et je dis, pourquoi? Il me dit, bah, ça, t'as pas besoin, c'est bon, t'es un peu affûté et tout déjà. À l'époque, j'étais. Et je dis, non, si, je vais prendre ça. Non, non, toi, tu vas prendre le tartare. Et je dis, bah, si tu veux, je prends le tartare. Ouais, toi, tu prends quoi? Oui, le poisson, machin. Et il revenait, il fait, bon, en fait, j'ai plus le tartare, tu vas prendre ça. Et moi, je dis, c'est pas possible. Je dis, non, mais moi une salade de gésier ou quoi. Ouais, c'est bon, machin. Et le mec t'amenait ça. Ouais, une salade de gésier, ouais, il comprenait pas. Et après, il disait, oh, du poulet, pollo. Il disait, oui, pollo. Enfin, c'était les mecs qui voulaient faire de la cuisine ariégeoise, mais c'était tellement particulier qu'à la fin, ils te servaient du vin empiché qui était trop froid.
Et en fait, si tu veux, les expériences étaient tellement chaotiques sur place que nous, j'ai dû y aller presque 10 fois à ce restaurant. Mais en fait, si tu veux, les expériences étaient tellement chaotiques que le moment était tellement marrant, on se prenait tellement pas la tête qu'on savait qu'en fait, on allait forcément être déçus. Donc, on était un peu maso et on y retournait à chaque fois. On se disait, allez, on y va, on y va. Et donc, c'était à la fois la pire expérience parce que c'est un resto où tu y vas, les gens ils disaient, mais comment tu peux y aller? Mais c'était tellement, on a tellement rigolé avec les potes la première fois qu'on y allait tout le temps. On regardait même pas ce qu'on mangeait, on mangeait, c'était pas mauvais, Oui. c'était pas. Mais l'expérience en ça, là, je sais pas ce que tu poses sur la restauration, mais tu respectes rien, quoi. C'était trop marrant. Il Voilà. existe encore ce restaurant? Fermé, il a fermé. Oui, là, il a fermé. Ouais. C'est parce que tu as arrêté On d'y a aller. arrêté d'y aller, mais franchement, il faisait des bonnes notes, hein, parce que voilà. Bon, après, mais c'était vraiment marrant, mais bon, voilà, ça a fermé, ça a fermé. Justement, quand tu arrives chez les restaurateurs avec la caméra et tout, t'en as pas certains qui l'ont mal pris, qui t'ont dit non, allez, casse-toi, sinon je te casse la caméra. Fermé! Non, non, non! Partez! Oh, respectez le matériel. Non, jamais. Ça m'est pas encore arrivé, du moins. Moi, ce que je fais, c'est que quand je vais voir un restaurant pour un reportage, je les appelle et je les préviens avant, quand même. Ouais. Par respect, parce que le milieu de la restauration, en plus, c'est un milieu qui est très intense. Donc, si tu arrives avec la caméra, déjà, ils vont te dire, attends, mais lui, il se prend pour qui, s'ils me connaissent pas, pour filmer mes plats et dire si c'est bon ou pas. Le mec, il sait pas si je suis bienveillant ou si je viens pour critiquer le resto, en plus. Oui. Parce que quand tu filmes, alors je les préviens, moi je dis non, non, moi je viens de. C'est de la bienveillance. J'ai vu votre restaurant, je viens, si on me contacte pas, parce que maintenant c'est sur contact, mais quand il y a des bonnes adresses, à les dénicher. Et ça s'est toujours très bien passé parce que je les préviens. Il y a des gens qui veulent pas passer devant la caméra, ce que je comprends. Mais moi, par contre, je préviens toujours avant d'y aller. Ouais. Donc ça se passe très bien. Ils sont adorables. Bon, mais ça va, déjà, Oui, c'est super. ça va. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été ta plus belle expérience, le plus beau moment que tu aies pu vivre au cours de toutes ces histoires? Ça a été. J'avais contacté une femme dans l'Aveyron qui a une ferme qui fait de l'aligot et du fromage de vache, de la tombe fraîche. Et en fait, j'ai contacté cette dame et quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit, j'ai dit bonjour, j'ai vu votre site, j'ai vu ce que vous faites. Pas très actif sur les réseaux, mais pas du tout même. Hmm. Mais j'ai dit, j'ai vu ce que vous faites et ça m'intéresserait de venir faire un reportage sur votre ferme. Et la femme, elle me dit, mais vous vous êtes trompé? Je dis, non, non, pas du tout. Elle me dit, mais moi, je suis pas du tout dans l'Aubrac. Enfin, si vous cherchez de la visibilité, c'est pas du tout avec moi qu'il faut aller, quoi. Je dis, non, non, moi, je cherche pas de la visibilité, je cherche de l'authenticité. Et elle me dit, bah, écoutez, venez avec plaisir. Une semaine après, j'ai pris la voiture, on est parti avec ma mère pour qu'elle voulait voir un peu l'Aveyron, on y allait. Et donc, direction cette ferme, à la Roselle. Et on voit cette dame, soixantaine d'années, avec son mari. Et elle a commencé à me raconter son parcours, à me dire ce qu'elle avait fait. Et en fait, ils ne trouvaient pas de repreneur. Donc, au final, sans le savoir, hein, l'histoire était belle. Elle nous disait que c'était une histoire familiale, ça, elle avait hérité de ses parents, et encore même de générations au-dessus, et qu'ils n'arrivaient pas à trouver de repreneur pour faire l'aligot. Et à la fin, même, on a posé les caméras, on a parlé de ça, quoi. Le moment était suspendu, quoi. Elle me parlait, elle était très intéressante. Le parti pris sur l'aligot, pourquoi l'aligot, les fromages, etc. Et à la fin, ma mère aussi, qui aime les bons produits, etc., a dit, on va vous prendre de l'aligot, du fromage. Donc, on a rempli un panier, si tu veux. On va prendre ça dans la boutique, parce qu'ils font boutique sur place. Et la femme, on a dit, bon, on vous doit combien? Elle a dit, non, non, c'est pour moi. On a dit, non, 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 on n'est pas venu pour ça. Non, non, si, elle a dit, c'est pour moi. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est que elle n'a jamais vu cette vidéo que j'ai postée. Et elle ne savait pas où la regarder, elle n'a pas de réseau. Et malgré ça, il y a eu un échange et on s'est eu au téléphone. Après, je l'ai encore remercié. Elle m'a dit, c'est moi qui vous remercie. Enfin, vraiment, c'était vraiment un moment incroyable. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait que je la recontacte. On ne s'est pas eu au téléphone, voir si elle a trouvé un repreneur. Si elle a trouvé un repreneur avec cette vidéo, tant mieux. Ça serait incroyable, parce que c'était vraiment pas prévu, le but de la vidéo, parce que j'y allais vraiment pour voir la Ligo. Mais ça serait super que les vidéos servent aussi de message. Voilà, ça serait génial. Voilà. Et c'est surtout la plus grande satisfaction, c'est les gens qui te disent merci, les Ariégeois qui sont fiers du département et qui te voient et qui te serrent la main et qui te disent merci pour ce que tu fais. Je dis, mais moi, je fais que des vidéos, je suis pas un super-héros, je suis pas médecin, je suis pas. Mais ils te disent, ouais, mais tu essayes au moins de contribuer aussi, on peut le donner de ton temps pour essayer de mettre le département en avant, ce qui n'est pas facile. Et ça a été un sacrifice aussi financier et de temps pendant plus de 8 mois, un an, hein, avant que les vidéos deviennent payantes, que j'en fasse mon métier. Ça a été un sacrifice financier où tu te mets un peu dans le rouge des fois, mais pour essayer de défendre tes valeurs et mettre en avant des choses parce que ça te tient aux tripes, quoi. Et je suis content que maintenant, des gens s'en rendent compte et qu'on échange avec des gens dans la rue et qu'on prenne plaisir à en parler surtout. Voilà. Donc c'est la plus grande satisfaction.
Mais C'est que génial. c'est beau. On aime ces histoires. Ah, on essaye. Non, c'est vrai que c'est chouette, ouais. Est-ce qu'il y a un plat, un jour, que tu as goûté, qui t'a fait bugger, tu t'es dit, oh là, c'est une pépite. Ouais, et ben, écoute, je suis allé chez mes copains du Gueuleton, là, du côté de Castelnaudary, cette fois-ci. Et alors, il y a des plats qui m'ont vraiment surpris, mais celui-là, c'était un carpaccio de pied de cochon. Improbable. Bien rond, des jolis cercles, là, de carpaccio, avec une petite mousse à la moutarde, il me semble, des petites herbes et tout. Et franchement, le pied de cochon, c'est toujours un produit qui est très brut, tu sais. Oui. Et là, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Et tu avais un carpaccio de pied de cochon. Et franchement, à chaque bouchée, voilà, ils ont réussi à transformer un produit qui est très brut à quelque chose de très raffiné. Mm. Ça m'a vraiment surpris. Voilà. C'est un goût différent d'un produit que je connais depuis des années Mm. et que je ne connaissais pas comme ça. C'est une Et c'est sacrée audace, le proposer. ah, c'est une audace. Mais et c'est ce que je te dis, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au restaurant. Un bon restaurant, c'est un restaurant qui te fait découvrir des choses aussi. Je serais incapable de le refaire chez moi. Et Mm. quand j'y suis allé, j'ai fait une découverte. Tu leur as pas demandé leur secret. Oh, je m'y amuse pas. Les secrets. Après, attention, les coins aux champignons, c'est des secrets aussi en Ariège. C'est Mais au vrai. bout d'un moment, il va falloir les dire, les coins aux champignons. Parce que les anciens, après, ils disparaissent C'est vrai. et tu sais plus où aller. Voilà. Et donc, et c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous trouver les coins à champignons. Donc, nous, on en a, les générations trentenaires et compagnie, on en a. Mais moi, il n'y a pas de tabou avec ça. Il va falloir commencer à dire un peu les coins. Moi, je ne les dirai jamais. Moi, le premier, vous, mouillez-vous. Mais ça fait partie des choses en Ariège qui sont tabous, mais ça me fait rire. Les coins ont mori, on veut. Ah, les coins au Maury. Ah oui, je t'amènerai au Maury. Avec Je t'amènerai. plaisir. J'en ai quelques-uns de coins. On ira sans caméra cette fois-ci. Oui, bien sûr. Et on garera la voiture loin, c'est Et on ça? garera la voiture au et on mettra ma plaque d'immatriculation. Voilà, comme ça on est tranquille. Par rapport à ton avenir, Mm. comment tu le vois? C'est quoi la suite pour le guide du roublard? Le guide du roublard, ça fait un moment secrètement que j'ai toujours voulu monter un restaurant. Depuis petit, hein, depuis cette histoire de pizza dans le four en carton. Je me suis toujours dit, j'amènerai des gens dans mon restaurant. Là, pour l'instant, l'avenir du guide du roublard, et je resterai toujours sur cet axe, c'est de continuer de mettre en avant le savoir-faire et ce qu'on fait dans le département et dans les départements limitrophes. Parce que c'est important aussi de mettre. Moi, j'adore la région Occitanie et l'Ariège, mais la région Occitanie. Donc, de mettre en avant ce qui se fait le mieux possible, les plus belles rencontres possibles aussi. Et dans un avenir plus ou moins proche, essayer de faire un établissement avec tout ce que j'ai pu voir et analyser des restaurants que j'ai vus, le positif, le négatif, et essayer de faire en sorte d'avoir l'endroit où on passe le meilleur temps possible. Donc, demain, il y a quelqu'un qui vient, il te donne carte blanche pour faire le resto de tes rêves. Il Mhm. ressemblerait à quoi ce resto? Il ressemblerait à chez moi à l'époque. Un cadre authentique, rustique, mais avec les codes du moment, si tu veux, mais quelque chose de très identitaire. Si tu veux, on avait un projet quand on était au lycée, c'était de me faire la carte d'un restaurant et de donner un nom d'un restaurant. Et de suite, sans hésiter, je sais pas, j'avais dit Loustal, ça veut dire la maison. Et en fait, elle m'a dit pourquoi t'as appelé ça Loustal? J'ai dit ben, ouvrez la carte. Et quand elle a ouvert la carte, c'était le pot-au-feu de mon père, le soufflé de ma mère, le gratin de pommes de terre de ma mère, voilà, la viande, la sauce de mon père, la viande grillée. Et là, j'ai dit voilà, c'est que des plats de chez moi. Et je veux que les gens viennent manger comme à la maison. Voilà. Et moi, je veux que les gens, avec des souvenirs un peu au mur, de ce qu'il y a eu. J'ai toujours voulu ça, en fait, voilà. De retransmettre un peu ce que j'ai vécu, parce que j'aime recevoir les gens à manger chez moi. Et donc, dans un restaurant, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Là, et là, tu triches pas. Ah, c'est magnifique. Je te le souhaite, je te le Et on souhaite. verra. On verra. Mais la conjoncture actuelle est compliquée Et oui. pour ouvrir un restaurant. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, maintenant, c'est devenu tendance avec les émissions de télé, etc. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas. Mais si, au contraire, heureusement qu'il y a eu les émissions de télé, ça fait du bien. Mais il y a toujours un problème de personnel. Les horaires ne sont pas évidents. Les horaires ne sont pas faciles. Les contraintes de travailler les week-ends. À l'époque, moi, le premier, je voulais pas travailler les week-ends quand j'ai arrêté le milieu de la restauration parce que tu as la copine, tu as les copains, le dimanche, tu veux pas. Mais aujourd'hui, travailler le dimanche, je me régale, hein. Mm. Voilà. J'ai pas, enfin, après, moi, j'ai pas d'enfants, etc. Donc, j'ai pas de contraintes, si tu veux, entre guillemets, de contraintes de faire des activités. Si t'es pas là les dimanches, tu loupes peut-être des moments en famille. Mm. Mais ce qui est très important, moi, au jour d'aujourd'hui, je me sens bien d'aller du lundi au dimanche, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on verra. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Mm. Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres formats, des conférences, de la formation, la télé peut-être? Ah, j'aimerais beaucoup, ouais.
Il y a eu d'ailleurs, je remercie encore Jason pour cette vidéo gratuite au tout début, là où on était venu faire l'apparition avec Max. Et bien, il m'avait appelé, il m'a dit, je te rends l'appareil, je passe dans M6 et viens, l'émission La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Donc, on est passé sur M6 il n'y a pas si longtemps que ça, avec Jason, à une émission de télé. Et c'était vraiment prenant, quoi. Et à la fin, je suis resté un peu parce que la femme de M6, elle m'a dit, oh, ben, franchement, vous passez bien, vous êtes à l'aise, vous voulez rester un peu avec nous. Et c'était super. Et j'ai fait des super rencontres encore ce jour-là, en contact avec M6. Donc, voilà, je me régale. Mais ouais, moi, j'aimerais vraiment de la formation. Je suis jury pour des examens, CAP, cuisine. Là, récemment, j'ai fait la meilleure baguette, croissant régional. Donc, si tu veux, on affine un peu le palais, on apprend aussi, et c'est génial. Donc, et former la jeunesse de demain, ça me plairait énormément de montrer ce qu'on peut faire, garder ce cadre et d'essayer de les motiver pour aller dans ce métier parce qu'il y a de quoi faire. Donc, de la télé, moi je suis ouvert, de la télé, je me régale. Je suis très à l'aise devant une Oui. caméra, ça se voit peut-être pas, je ne sais rien. J'aime les caméras, il n'y a pas de souci, c'est important d'en parler parce que c'est dans l'air du temps. Mais oui, ça peut être formateur, animateur, professeur, pourquoi Mm. pas, avec grand plaisir. Et est-ce qu'il y a un rêve ou un défi dans la restauration ou pas que tu aimerais réaliser? J'aimerais descendre les chutes du Niagara avec un slip kaki. Pourquoi kaki? Au cas où tu aies peur? Je me fonds dans la masse. Non, là, non, ça serait la création de ce resto. Et la plus belle chose pour moi, ça serait parce qu'il y a une lutte que je fais et je ne supporte pas ça. On en avait parlé. C'est l'anti-gaspi. Mm. Je lutte contre l'anti-gaspi. Je déteste ça. J'aimerais un resto qui ne gaspille pas. C'est impossible. Il Mm. faut gérer les portions. Parce qu'on me dit, ouais, tu mets des bonnes portions, etc. Non, non, il faut gérer les portions. Si tu en veux un peu plus, mon père, il faisait ça au resto. Tu mangeais, tu repartais, mais tu n'avais plus faim. Mais Oui. par contre, tu prenais un bout de viande. Mais si tu en revoulais un derrière, on te le remettait d'office. Ouais. Des frites, on te les remettait. Si tu n'avais pas assez mangé, c'était pour nous, hein, mais tu blendes pas les assiettes pour après jeter à la poubelle. Hors de question. Donc, si tu veux, moi, j'ai grandi dans cette phase où on faisait des plats de pot-au-feu, mes parents, et peut-être que du lundi au jeudi, on mangeait du pot-au-feu. Mais on le recyclait, si tu veux, en croquettes, en bouillon. Mais on ne voulait pas jeter. Moi, le menu du midi qui change le soir et qui rechange le midi, qui rechange le soir, c'est possible. Si tu finis, il n'y a pas de souci. Mais s'il reste du poisson pané, s'il reste du poulet, etc., tu le bazardes pas. Le lendemain, tu le revisites. Oui. Et moi, j'aimerais vraiment un restaurant où il y a ce. Parce qu'il il y a eu la conscience aussi avec les voyages, etc., qui en plus grossissent le truc, même si ça a toujours été un combat pour moi. Mais purée, on ne se rend pas compte de la chance qu'il y a. Qu'on a. Je vais te dire, même je suis parti en voyage en Afrique. Hein. La personne qui nous a reçus, Abdel, qui était super, mange les os des poulets. Tous Ah les ouais. Africains quasiment mangent les os des poulets. Il y a du calcium dedans. Ouais. Et il nous dit, c'est vous qui êtes bien con de les jeter. Il mange l'os en entier. Il le croque. Il s'y est D'accord. habitué. Ça fait du calcium. Ça, nous, c'est pas. Alors, je dis pas que c'est bien. J'en sais rien, j'ai jamais essayé. Je Ouais. mange pas l'os du poulet. Mais eux, il a dit, ben, c'est vous qui êtes bien con de ne pas le faire. Parce Ah que ouais. ça vous apporte les trucs, parce qu'eux, ils peuvent pas boire le lait, parce qu'après sevrage, c'est mort. Mais ils mangent ça. Et donc, eux, c'est encore moins. Et c'est là où on se rend compte que quand tu n'as rien, tu n'as pas le Ouais. choix. Donc, Ouais. voilà. Moi, le gaspillage, je suis catégorique avec ça. Ouais. Tu inspires de nombreuses personnes sur les réseaux. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se lancer comme toi dans la food content, qui veulent voilà, vivre de leur passion, tout comme toi? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est de se lancer, mais une fois qu'on est sûr, le fruit prêt à tomber de l'arbre, comme on dit, quand tu es bien mûr, quoi. C'est-à-dire que ça peut être un moment très très beau de se lancer, mais c'est une prise de risque qui est énorme aussi. Moi, comme je t'ai dit, pendant 8 mois, un an, ça a été très compliqué. Enfin, très compliqué. Financièrement, ça allait, mais c'était pas à l'aise, quoi. Hmm. Et si tu n'as pas les reins assez solides ou si tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire, tu peux vite te dégoûter de. Alors que c'est dommage, si tu avais attendu 6 mois de plus pour te lancer dans l'activité, s'il faut, tu te régalerais, tu dirais, je suis content de ce que j'ai fait. Et si tu te lances trop tôt, c'est pas bon. Donc il faut être sûr de ce que tu veux faire, que ça te plaise, étudier un peu le marché. Et après, moi, c'est ce que je souhaite aux gens parce que c'est les meilleures rencontres. Regarde, je suis là en face de toi. Hmm. Je pense que si j'avais continué certains métiers que j'ai fait, je ne serais pas là, tu vois. Oui. Et on n'aurait pas discuté, pris du plaisir à échanger tous les deux. Et toutes ces personnes que j'ai vues et que je revois, des amis d'enfance qui ont des entreprises maintenant, qui ont ouvert des restos, des domaines, et que je revois 15 ans après, tu vois, par l'occasion du travail. Et je me dis, c'est incroyable, tu vois. Et on revoit du monde. Donc, c'est des rencontres, c'est des belles choses, mais il faut se lancer quand on est sûr. Oui. Voilà. Si tu devais décrire ton aventure en un plat, ce serait lequel?
Pas la tomate burrata. Pauvre tomate burrata, mais c'est très bon, mais en saison, c'est très C'est bon. ça. Mais si je devrais décrire, ça serait un pot-au-feu. D'accord. Pourquoi un pot-au-feu? Parce qu'un pot-au-feu, t'as un bon morceau de viande au milieu généreux. Ça, c'est moi. Un bon morceau de viande. Autour, t'as un bouillon. C'est dans ce dans quoi t'as grandi, dans quoi t'as baigné. T'as ce bouillon. T'as ce côté un peu revisite anti-gaspi, où le pot-au-feu, tu peux en faire justement un bouillon, un vermicelle. Nous, on faisait des croquettes, on récupérait les pommes de terre, écrasait avec la viande, on le panait, on le faisait frire. Ça faisait des croquettes de pot-au-feu. La recette en bio. Et tu as tous ces éléments qui viennent être rajoutés, qui sont encore plus gourmands. Donc, c'est mon entourage, c'est mes potes, c'est ma famille. C'est les éléments que tu viens mettre dedans. C'est des légumes, c'est de la gourmandise, du jambon, etc. Et ça fait un ensemble, si tu veux. Pour moi, c'est le mix parfait. Parce qu'il y a plus il y a d'éléments dedans bons qui s'associent, plus le plat est honnête et gourmand. Et moi, je suis comme ça. Donc, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien cette formule-là. Le pot-au-feu. Très belle image. Ouais. C'est poétique. C'est poétique, c'est poétique et gourmand. Et gourmand. Si tu devais dire une phrase qui résume le monde de la bouffe en 2025, ce serait quoi? La bouffe en 2025, c'est un incontournable. C'est un incontournable parce que c'est la première chose à laquelle tu penses. Tu vas te marier, qu'est-ce qui te coûte le plus cher? Qu'est-ce que les gens attendent à 18h pour taper un petit morceau de jambon serrano? La bouffe. Mariage, c'est la bouffe. Tu vas dans un endroit, tu te retrouves avec des copains, tu vas manger. L'après-midi, moi je pense que les journées sont faites pour attendre les repas. C'est-à-dire que tu passes ta journée et là tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Voilà. Et ça a pris vachement la cote sur les réseaux sociaux. Ça a pris la cote. Enfin, voilà, maintenant il y a plein de choses qui tournent autour de la nourriture. Donc, moi je pense que et les émissions de télé y ont contribué, mais je pense que la bouffe en 2025 est un incontournable. Sucré, salé, c'est dynamique, il y a toujours des choses à voir, ça devient artistique, ça devient authentique, ça devient rustique, tu vois aussi comment est la personne à travers la bouffe. Si le mec il te fait un bon plat généreux, ça veut dire que le type, tu vois, il est quand même assez généreux. Après, ça veut pas dire que si tu fais des petites portions et compagnie, t'es un mec triste, mais généralement, un type qui veut faire plaisir, ça se ressent de suite, quoi. Voilà. Non, mais t'as tout dit. Je pense, suis convaincu. j'essaye. T'es convaincu? Bon, tant mieux, tant mieux. Pour finir, et tu vas faire des jaloux, je pense, en fonction de ce que tu vas dire. Ouais, Qui possible. aimerais-tu voir passer dans ce podcast? Ah ouf. Même Attention. un professionnel en particulier, un type Non, de t'es libre de comité donner un ou plusieurs noms de personnes dont les histoires vraiment pourraient passionner les gens. passionner les gens. Moi, je le salue d'ailleurs, il y a une personne que je connais depuis pas très très longtemps d'ailleurs, ça fait quoi, un an qu'on se connaît, mais que j'adore et que je trouve très intéressant. Il s'appelle Vincent Quérol. Et si tu veux, c'est le nouveau propriétaire des thermes, là, pas loin, aux côtés du SAT. Et c'est quelqu'un qui a fait du sport à haut niveau, vélo à haut niveau, rugby à haut niveau, qui a vécu à l'étranger, aux États-Unis, qui a dirigé des grosses équipes et qui est très humble en plus de ça. Et franchement, quand il te parle de son parcours, parce qu'au final tu discutes et quand on parle de ça, il te parle ça avec une aisance et une humilité qui est incroyable. Et je trouve que c'est très enrichissant, tu vois, aussi de mettre des gens en avant comme ça. Sur un parcours un peu plus personnel, quelqu'un, tu dois le connaître, Jeanne Decaune, notre ami maréchal, Je qui est connais maréchal très bien. Ferrand. Alors moi, je me régale parce que lui, il est à l'aise devant les caméras, mais il a le béret, il est authentique. Et si tu veux, je pense qu'il a plein de choses à faire. Il a fait plein de clubs de rugby, il vit le coin. Et c'est un type, et je vais te dire pourquoi il faut que tu l'invites. C'est un mec dans tous les clubs de rugby, quand tu as Jeanne Decaune. Bon, t'es un bon talonneur ou pilier sur le terrain, certes, Ouais. mais t'es un mec en troisième mi-temps qui te fait rester du monde. Parce qu'il t'amène à manger, il fait à manger, il amène la plancha, il te fait des saucisses, il te fait des pieds de mouton, il te fait des... Et une fois, il nous disait, les gars, goûtez ce qu'il y a et tout, et compagnie. Là. Donc il nous amène un plateau en troisième mi-temps. On restait parce que Maréchal faisait à manger. Ouais. Donc il y a 30 personnes qui sont restées, et on mange ça. Et c'était des testicules de mouton, Trop dingue. en persillade. Le plateau, il n'a pas fait 15 secondes. Ah ouais. Tout le monde en a mangé, et on a dit, et on retient de ça, peut-être Maréchal nous a fait manger des testicules de mouton. Bon, ça c'était... Voilà, peut-être qu'il t'en amènera, je te le souhaite. Ouais, je te le souhaite. C'est à tester. Mais il a des coins à champignons monstrueux, Mais c'est ça. Mais ça, je sais passionné pas de s'il bons les coins. donne par contre. Ah, celui-là, il te le donnera pas, le coin Non. à champignons. Alors ça, il te le dira pas. Il te le dit tout le temps. Moi, je vais du côté du Pays Basque, là, je vais entre le Pays Basque et Montpellier, tu vois. Ah ouais, Donc, je te dis, ah ouais, bah, nickel, impeccable, quoi. Avec ça, on est bien lotis. Donc,
Et il a cet amour du bon produit, donc voilà, donc ça fait partie des personnalités. Et puis, comme on disait, un petit challenge, pourquoi pas Laurent de Auberge, Bibola, mais bon, qui est habitué Mm. aussi aux caméras et qui est autodidacte dans la cuisine. Ah Et oui. qui est, ouais, il est autodidacte et pourtant, putain, qu'est-ce qu'il cuisine bien, quoi. Merci Bastien. Ben, merci à toi, Cédric. Merci pour ce bon moment. Pour les gens qui veulent te suivre, ils peuvent te trouver sur quel réseau tu préfères être communiquer sur quel réseau en priorité? En priorité, ça va être Facebook et Instagram. C'est là où j'interagis le plus. Voilà, j'ai 2 types de communautés différents, que ce soit sur Insta ou que ce soit sur Facebook. Donc, vous tapez le guide du roublard. Et je précise bien, roublard, Rouxblard. Voilà, c'est un petit jeu de mots un peu sympa, mais roux, voilà, vous l'aurez deviné. Donc, le guide du roublard sur les réseaux sociaux. Voilà. Et site internet aussi, j'ai un site internet, le guide du Ah, roublard. site internet Tout est aussi. détaillé, il y a les photos, il y a les vidéos, voilà, il y a les gens qui nous ont accompagnés, il y a tout ça. Donc voilà, si vous voulez nous retrouver, c'est sur ça, le guide du roublard. Je te remercie. Merci à toi. Et À on mange à bientôt. quelle heure du coup? C'est bon? Eh ben, on On peut y va. manger? Allez, on y On va. peut. Merci Cédric. Avec plaisir. Et merci Ciao. le lab. Oui, tout à fait. Merci, Merci le le lab. Je vous le conseille, c'est un très bel endroit, c'est très sympa, on y mange très bien.